suis plasticien, travaillant particulièrement, enfin depuis assez longtemps, sur les questions relatives à la lumière, ce qui fera le lien entre les différents aspects qu'on pourra retrouver dans l'exposition, c'est-à-dire un intérêt particulier pour les questions liées au cosmos, puisque les grandes questions liées à la lumière nous amènent à l'espace, les questions de vitesse de la lumière, de transport d'informations, etc., qui vont être utilisées dans beaucoup de pièces. Donc on a dans cette partie de l'exposition plusieurs propositions qui sont liées à l'espace, avec notamment la projection qu'on voit derrière nous, qui est une vue d'un détail du sol de Mars, dans une représentation stéréoscopique, à voir donc avec des lunettes qu'on dit anaglyphes, rouge et bleu, et qui est présentée dans un mouvement tournant, de sorte que la perception qu'on a de son relief va à certains moments s'inverser. C'est-à-dire que tout ce qui nous est apparu d'abord comme étant saillant va devenir creux, et inversement. Et en fait, les deux versions sont tout aussi crédibles. C'est-à-dire qu'étant passé par ces deux perceptions de ce paysage, il est impossible de savoir lequel correspond à la réalité, en fait. À moins d'aller vérifier sur place. Et donc c'est un projet qui a donné lieu à plusieurs formes. Ici, il est présenté sous la forme d'une vidéo, mais c'est également une tapisserie numérique qui est présentée au sol, c'est-à-dire que c'est un tapis qui prend cette forme au sol pour ne pas imposer de sens de lecture, permettre une visite libre. Ce qu'on remplace ici dans la vidéo par ce mouvement circulaire en balancier. Et ce projet a initié une création musicale par Thomas Pauly, qui a composé une pièce électronique qui fait environ 40 minutes, qui a pris le nom également de cette région de Mars, qui s'appelle Kandor Kasma. C'est devenu un album qui porte ce titre. Et Thomas sera là jeudi soir pour le vernissage, pour nous présenter en live cette performance. Dans les questions relatives à l'espace, on va trouver aussi à ce niveau de l'exposition, alors peut-être ça va être en lien directement avec ce que je disais, l'idée du tissage numérique qui a été utilisé pour créer une pièce spécialement pour l'occasion de cette exposition, à partir d'une image de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui est une image un peu historique, puisqu'elle date, l'image originale date de 1978, et c'était la première simulation informatique de l'apparence d'un trou noir. C'est-à-dire que c'est finalement, on donne à voir les effets d'un trou noir sur des gaz qui l'entourent, puisque par nature, le trou noir est un objet inobservable. Et donc, comme on a travaillé sur une contribution dans le cadre de l'ouvrage qui paraît pour l'exposition, qui est un ouvrage collectif, le contact était établi avec Jean-Pierre Luminet, qui a proposé une contribution sur l'idée sur une critique de l'idée d'univers holographique. Et j'ai obtenu son accord pour retravailler son image de façon à en produire une version stéréoscopique qui n'a jamais existé jusque-là, sous la forme d'une tapisserie, qui donc va conférer à cette image un statut un peu particulier, parce que le registre des images dans la tapisserie, on est souvent sur des sujets un peu mythologiques. Et donc on se retrouve là confronté à une image qui est un peu comme l'ensemble de ces recherches autour de l'espace sur une quête des origines. Il y a juste à côté un diptyque qui est une pièce un petit peu différente, qui part de l'idée de vouloir trouver un sens dans les configurations des constellations dans les planisphères de l'hémisphère nord et sud,
où j'ai proposé une lecture sonore de ces hémisphères par un dispositif magnétique. Les astres sont représentés par des aimants, ils sont lus par un capteur qui va déclencher la production de sons au travers d'un synthétiseur analogique, dont les réglages sont laissés à disposition du visiteur, si bien que la moindre modification des réglages va produire une interprétation à chaque fois différente. Donc on est là dans la recherche d'un sens où finalement on s'y voit opposer une multitude d'interprétations possibles. On a enfin une pièce qui est un cyanotype, un tirage cyanotype, qui est un double hommage en fait à la fois au photographe Hiroshi Sugimoto avec sa série Theaters, qui est une série commencée dans les années 70 où il capture l'intégralité d'une séance de cinéma avec une chambre qui est donc, dont l'obturateur est ouvert au début de la séance et refermé à la fin, et dont l'écran immaculé représente donc la somme de toutes les images diffusées pendant la durée de la séance. Et c'est ce que j'ai reproduit avec cette expérience en faisant un tirage contact d'une dalle à cristaux liquides qui a été posée directement au contact du papier photosensible, exposée au soleil pendant 143 minutes, d'où le titre de la pièce, 143 minutes lumière. Et l'information diffusée était l'intégralité du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Et donc on produit une image qui correspond à l'enregistrement de la somme de toutes les images du film, mais dont l'accès nous est interdit par cette saturation qui intervient par cette addition de lumière. Alors à l'étage ici, on est sur une présentation de pièces qui sont plus directement, qui relèvent peut-être plus de l'optique et qui sont un travail sur la lumière, enfin la perception visuelle et des artifices évidemment qui vont venir se jouer un peu de cette perception, la mettre en question en tout cas, comme par exemple avec la pièce qui est derrière moi, qui s'intitule Dual, et qui va nous montrer une sorte de membrane dont on comprend assez rapidement qu'elle est complètement virtuelle, mais la perception qu'on en a est quand même, lui donne un caractère de réalité. Or, c'est une surface tout à fait paradoxale puisqu'elle n'a pas d'épaisseur. Il s'agit de la limite entre deux choses, exactement comme on définit l'interface, qui est la surface de contact entre l'air et l'eau, par exemple. C'est-à-dire que c'est une surface, mais ce n'est pas un objet, c'est une limite. Et donc c'est exactement le cas ici. C'est-à-dire qu'on donne à percevoir quelque chose dont la nature est assez étrange, et ça participe pour moi des questions qui sont soulevées par les théories autour de la lumière, qui ont amené les révolutions scientifiques au siècle dernier, notamment la physique quantique, qui vient de l'épineuse question de la nature de la lumière, qui peut être dans certains cas vue comme étant une onde, dans d'autres cas vue comme étant une particule, et que donc la physique quantique nous dit qu'il faut finalement considérer une troisième approche qui est l'ensemble des deux à la fois, ce qui est absolument contre-intuitif. Et voilà, je me construis moi des outils pour essayer de mieux comprendre ou d'approcher ce que ça peut bien vouloir dire à travers ce type de dispositif qui se joue un peu de la perception. Donc on a d'autres approches de la lumière, comme ça, à travers la pièce qui est juste à côté, qui s'intitule « Le blanc n'existe pas », qui nous présente pourtant une lumière blanche qui va être modulée à partir du moment où on va se positionner devant. Un capteur va à ce moment-là déclencher la rotation d'un masque noir, qui, en se synchronisant avec la fréquence de la lumière, va nous
dévoiler le spectre, l'ensemble des nuances de couleurs possibles à partir de cette lumière. Et pourtant, si on voulait définir les choses de manière objective, à aucun moment il n'y a ni de blanc, ni ces nuances colorées qu'on perçoit, mais simplement une succession de flashs rouge, vert et bleu, c'est-à-dire le principe de la vidéo. Si on filmait ça à 200 images secondes, par exemple, on aurait la démonstration de cette réalité où les mouvements du regard par rapport à cette forme nous font apparaître cette décomposition. Si on a un mouvement rapide devant la source blanche, on va le percevoir. Ce qui montre aussi d'où vient le projet, puisque c'est une idée qui vient de l'observation de certaines projections vidéo. C'est lié à une technologie en fait, qu'on appelle DLP, qui repose sur une roue chromatique et dans laquelle il y a ce défaut qui est que la circulation du regard dans l'image génère un rainbow effect, comme ça, un spectre coloré, ce qui est assez gênant. On a à côté une pièce qui s'intitule Vision Cones, qui repose un peu sur les mêmes détournements de téléviseur que la pièce derrière moi, et qui va nous montrer à partir d'informations vidéo, donc en 2 dimensions, comment on crée finalement une forme qui se déploie dans l'espace en 3 dimensions à partir de ces seuls indices, et comment le cerveau construit une réalité à partir de seulement quelques informations. On a juste après une pièce qui s'intitule Les Contraires, qui est un peu plus ancienne et qui nous montre un nuancier de couleurs, un ensemble de tons qui défilent sur un écran qui est modifié de façon à devenir transparent et que l'on perçoit sur fond d'une source lumineuse qui se reflète dans un miroir. Et la perception qu'on va avoir de l'information de couleur qui est diffusée va dépendre intégralement de notre point de vue. C'est-à-dire que le mouvement dans l'espace autour de la pièce va modifier ce qu'on perçoit. Et selon qu'on perçoit l'information sur le fond lumineux ou sur son reflet dans le miroir, les tons vont basculer de positif en négatif. Et donc on fait un lien là entre la réalité de ce qu'on voit et l'idée du point de vue qu'on adopte sur ce qu'on regarde. On a à la suite une pièce qui s'intitule Spectre, qui est aussi un jeu avec l'idée du blanc. Une source de lumière blanche se reflète sur un sol brillant, un miroir noir. Et ce reflet va nous révéler les composantes de cette lumière, un peu à la manière d'un prisme. C'est-à-dire qu'une information de couleur est contenue dans cette lumière blanche, mais elle ne nous est révélée qu'au travers du reflet dans ce miroir noir. Donc on a là l'idée d'une réalité qui serait chargée de quelque chose de finalement plus riche que ce que l'on perçoit et qui évolue dans le temps et donc qui égrène un certain nombre de possibilités sous forme de combinaisons de couleurs comme étant des possibles à réaliser. On a à la suite une pièce qui s'intitule « Ceci est une lampe », qui est bien sûr un clin d'œil à Magritte sur la question de la représentation et qui nous montre une sorte d'objet que je dirais presque un objet mathématique. Vous savez, ces modèles qu'on a pu développer pour illustrer des fonctions mathématiques qui sont conservées dans certaines collections scientifiques comme l'Institut Poincaré par exemple et que Man Ray a photographié. On présente l'image de quelque chose, c'est une tentative aussi, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de se construire des outils pour aborder des notions un peu contre-intuitives. Là c'est le cas aussi, la question c'était comment on peut se représenter le photon. On nous dit que c'est effectivement une onde et une particule en même temps, comment peut-on se représenter cela ?
Et donc il y avait la possibilité d'exploiter la représentation de la vibration électromagnétique. Donc c'est les équations de Maxwell qui nous montrent les plans de vibration croisés du champ magnétique et du champ électrique. Et en même temps, on produit l'illusion d'un volume, quelque chose qui se déploie effectivement dans l'espace, mais qui reste complètement impalpable. Donc c'est le caractère insaisissable de cette particule lumineuse dont on peut observer les effets, mais qu'on a du mal finalement à définir.